médecine libérale va très mal. J'ai besoin de votre aide. C'est une urgence! Une urgence! Vous êtes médecin libéral ? Tout va bien ? Vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur La Voix des libéraux, le podcast sans tabou des médecins libéraux, produit par l'URPS Médecins libéraux Île-de-France. L'URPS Médecins libéraux Île-de-France, c'est l'union professionnelle qui représente et accompagne les médecins franciliens exerçant en libéral. Ce podcast est animé par la journaliste Sidonie Watrigan. Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce 17e épisode de La Voix des libéraux, un podcast proposé par l'URPS. Notre souhait, notre objectif, vous le savez, c'est répondre sans langue de bois à toutes vos interrogations, vous médecins d'Île-de-France, sur un sujet précis. Et aujourd'hui, on va parler RSE et médecine libérale. RSE comme responsabilité sociale et environnementale. Ce sujet est fondamental, il nous concerne tous. Notre ambition du jour, c'est de faire le point sur les émissions du secteur de la santé spécifiquement, les initiatives qui sont prises pour limiter ces émissions et toutes les bonnes pratiques qui pourraient être mises en place pour limiter les gaspillages de produits de santé. La conviction profonde du secteur, c'est que les producteurs doivent évidemment prendre une part importante dans cette nécessaire révolution. On va parler de tout ça aujourd'hui avec nos deux invités. D'abord, Madame Claire Traon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de mission Transition écologique et santé environnementale à la CNAM. Et on est également avec le docteur Patrick Simon-Lanneville, bonjour. Bonjour. Vous êtes ophtalmologiste à Orsay et élu URPS médecin Île-de-France. Patrick, peut-être première question pour vous, parce qu'il y a plein de chiffres autour des émissions carbone. J'en ai retenu voire deux. 8% de l'empreinte carbone de la France, c'est le système de santé. Et 50% des émissions de gaz à effet de serre dans ce cadre-là viennent des produits de santé. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit panorama qu'on se resitue par rapport à cela ? Oui, alors c'est vrai que en matière de chiffres, on se perd un peu, notamment sur les émissions de carbone. Qu'est-ce que ça représente ? 8% de l'empreinte carbone de la France par an pour le système de santé. C'est 49 millions de tonnes. 49 millions de tonnes, c'est à peu près 49 millions d'allers-retours Paris-New York. Voilà. Donc c'est important. Les médicaments totalisent 29% de ce chiffre, avec 14,5 millions de tonnes de carbone. Et dans les médicaments, on englobe beaucoup de choses en fait. Et on va revenir dessus. Il y a un détail à faire. Et puis après, il y a poste à poste un petit peu tous les éléments qui constituent ces 8%. Que ce soit donc les médicaments qui sont le plus gros poste. Ensuite, les dispositifs médicaux. On passe par les fauteuils roulants, les seringues, les pansements, les compresses, j'en passe par les prothèses, les implants, tout ce qui est robot chirurgical. Ça va même jusqu'aux lunettes des patients. Ensuite, on retrouve des postes de dépenses un peu classiques, l'alimentation, des patients, des soignants, de tout le monde, les transports. On retrouve bien sûr aussi l'immobilisation de ces patients qui sont immobilisés, représente aussi presque 3 millions d'émissions de carbone. Et puis ensuite, on arrive à 5%, ce sont les déchets et les services. Et enfin, on a aussi les trajets domicile-travail et les déplacements des professionnels de santé. Voilà. Ça, ce sont des chiffres que vous citez qui viennent du Shift. Tout vient du Shift Project. C'est vraiment l'étude la plus avancée et aboutie qu'on a là-dessus, avec une grosse part d'incertitude, 20 à 30% d'incertitude sur le chiffre que je viens de vous annoncer. Donc, c'est quand même global. Ça pousse à vraiment développer la recherche dans ce domaine-là. Il faut aller plus loin, c'est indispensable. La santé doit se remettre en cause, oui, mais je pense quand même que, vu des libéraux qui soignent les gens sur le terrain, avec une population qui vieillit de plus en plus, est-ce qu'il ne faut pas également sanctuariser de la consommation et de l'émission carbone pour les soins, qui sont quand même, je vous le rappelle, une des priorités du gouvernement et des Français. Vous avez posé toutes les questions auxquelles on va essayer de répondre au fur et à mesure. Claire, juste un élément effectivement sur cette notion des 8% et surtout de ce rapport qui a fait date, celui du Shift Project 2021. C'est à partir de ce moment-là qu'il y a une phase d'accélération, en tout cas côté pouvoir public. Oui, absolument. Je pense que vraiment le rapport du Shift a fait date. Ça a été un détonateur pour l'ensemble des acteurs du système de santé. On n'avait pas de chiffres en termes d'impact carbone du système de santé. Donc 8%, vous l'avez dit, c'est beaucoup. Et ça veut dire qu'on doit tous aujourd'hui se mettre en ordre de marche pour atténuer l'impact carbone, actionner les différents leviers pour réduire l'empreinte carbone du système de santé et
ce rapport, il a le mérite de nous donner des ordres de grandeur, de dire effectivement, si on veut actionner les bons leviers au bon rythme pour atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone, qui nous fixe des objectifs à horizon 2050 pour l'ensemble des secteurs d'activité, ça suppose effectivement de commencer peut-être par les postes les plus émetteurs et en tout cas de travailler activement sur le sujet des médicaments, des dispositifs médicaux, des transports de patients, sur tous les autres postes également, sur l'alimentation et les déchets, mais on voit bien que les gains en termes d'empreinte carbone seront plus importants si on travaille sur les plus gros postes en premier. Un élément lié aussi à la continuation de ce rapport du Shift Project, c'est là qu'est née votre mission, c'est ça ? Oui. Après la prise en compte de ce rapport et la prise de conscience globale du secteur qu'il fallait faire quelque chose. Effectivement, il y a eu plusieurs mouvements. Du côté de l'assurance maladie, on a effectivement signé une convention d'objectifs et de gestion en 2023, qui est le contrat qui nous lie à l'État, qui fixe un certain nombre d'orientations pour l'action de l'assurance maladie sur plusieurs années. Et donc, pour la première fois, dans cette convention d'objectifs et de gestion, on inscrit le fait d'être un acteur de la transformation écologique du système de santé dans les engagements de l'assurance maladie. Donc, ce qui a donné lieu à la création de ma mission au sein de la CNAM, ce qui donne lieu à la mise en place de toute une gouvernance au sein de l'assurance maladie et donc de l'ensemble du réseau de l'assurance maladie, puisque l'idée c'est d'impliquer, de faire en sorte que ces enjeux écologiques imprègnent tous les métiers de l'assurance maladie, toutes nos missions. Et ce mouvement-là, il s'inscrit aussi dans un cadre national qui est la feuille de route planification écologique du système de santé, qui est piloté par le ministère de la Santé et qui embarque plein d'acteurs, le ministère de la Santé, le ministère des Finances, la Haute Autorité de Santé, l'ADEME, enfin voilà, tous les acteurs du système de santé, la NAP aussi évidemment. Donc le cadre est fixé. Ok, ça c'est bon. La gouvernance aussi. Maintenant, si on rentre dans le dur et dans le pratico-pratique, vous disiez, il faut s'attaquer aux plus gros postes, à ceux qui polluent le plus. Moi, je pense directement industriel, typiquement, enfin en tout cas industrie pharmaceutique. Est-ce que c'est ceux-là que vous attaquez en premier ? Est-ce que les médecins libéraux sont pas finalement plutôt en dernière ligne, alors que c'est à eux que s'adresse ce podcast ? C'est-à-dire que je voudrais les déculpabiliser un tout petit peu. Alors, on va pas culpabiliser qui que ce soit. L'idée, c'est effectivement d'avoir le diagnostic le plus précis. Alors, on a cité les rapports du Shift avec ces 50% pour les produits de santé, 29% pour les médicaments. Mais aujourd'hui, ce chiffre-là, il n'est pas suffisamment précis pour qu'on sache d'où viennent réellement les émissions des médicaments. C'est-à-dire que dans ces 29%, on utilise ce qu'on appelle des facteurs d'émission monétaire, c'est-à-dire qu'on convertit des dépenses de médicaments en émissions de CO2. Donc le Shift Project continue ses travaux de recherche sur ces questions-là pour affiner et vraiment décomposer le cycle de vie de la consommation française de médicaments et dire quelle part revient à l'extraction des principes actifs, quelle part revient à l'emballage, à la délocalisation de la fabrication du médicament. Voilà, l'idée c'est de regarder toute la chaîne de production du médicament, donc de l'extraction du principe actif jusqu'à son élimination, pour savoir d'où viennent les émissions de CO2 principalement, et ensuite travailler avec les industriels, travailler sur la question de potentiellement des emballages, du transport et aussi de la consommation, du gaspillage et de l'élimination de ces médicaments par la suite. Donc les travaux du Shift qui sont en cours vont normalement nous permettre d'avoir des précisions sur ces points-là et d'actionner ensuite dans nos politiques publiques, dans nos actions, dans l'action des médecins libéraux, les leviers qui permettront de réduire l'empreinte carbone des médicaments. Alors c'est vrai que les médecins libéraux se sont complètement emparés du sujet. On n'est pas vraiment dans les comités de gouvernance de la CNAM et c'est regrettable. C'est vrai qu'on n'est pas assez impliqués. Sur le terrain, cependant, nous on est impliqués. On sait qu'on représente à peu près 23% en médecine de ville de ces émissions carbone, puisque 38% c'est les hôpitaux, 20% les établissements de personnes âgées.
et puis ensuite les autres secteurs. Donc on est complètement investi du fait qu'on a une part de responsabilité, bien que on a quand même peu de moyens d'action. Je regrette que dans la dernière convention avec la CNAM, on n'ait que 3 articles qui traitent de ce sujet. Les articles sur la sobriété de prescription. Alors, sobriété de prescription, franchement, les libéraux, je crois qu'ils en sont imprégnés. Cependant, quand un patient a besoin d'antibiotiques, il a vraiment besoin d'antibiotiques. Ce qui est dommage, c'est que en pharmacie, on délivre 3 boîtes d'antibiotiques alors qu'il faudrait pouvoir délivrer à l'unité les antibiotiques pour que chaque patient puisse prendre les antibiotiques le nombre de jours exact, mais ce n'est pas possible en France. Qui se fait dans d'autres pays. Qui se fait dans d'autres pays d'Europe sans aucun problème. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres soucis dans la filière médicaments, notamment dénoncés par les infirmiers libéraux qui expliquent qu'il y a 123 millions d'euros gaspillés chaque mois. Une étude qui a été faite dans les Bouches-du-Rhône avec donc un gaspillage énorme de médicaments qui sont délivrés par les pharmaciens. Ça représente 1,5 milliard à l'année de déchets de médicaments qui se retrouvent dans les pharmacies des patients. Donc, bien évidemment, tout ça, alors on en est conscient. On essaie bien évidemment de réduire et d'avoir vraiment une adaptation de notre prescription en fonction de tout ça. Mais en fait, on voit que derrière, rien n'est fait pour le recyclage. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on discute avec la CNAM qui est payeur. Nous, on ne fait que prescrire et les consommateurs, les patients, ont également une part à tenir dans ces chiffres. Mais je crois qu'il faut essayer de faire la part des choses. Et si le payeur et le prescripteur arrivaient à s'entendre pour que les vrais générateurs de CO2 soient taxés, on ne peut pas continuer à financer des pharmacies, des groupes pharmaceutiques qui ne prévoient absolument aucun recyclage des médicaments, aucun recyclage des dispositifs médicaux. Ça, je suis désolé. C'est d'ailleurs parfaitement décrit dans le Shift Project. Les actions à mener, elles sont là. Mais vouloir en fait juste de la sobriété de prescription en ville, franchement, je ne sais pas si c'est le bon levier d'action. Et je pense que c'est d'ailleurs mal expliqué. Quand vous reprenez les articles 66 à 69 là de cette convention, moi j'ai rien compris. Je pense que ça correspond à peu près à 1 000 euros pondérés de je ne sais quoi pour le médecin libéral à la fin de l'année. Si vraiment il respecte tout, et j'ai lu 3 fois le document, je ne comprenais rien. Donc je trouve que c'est dommage. Je crois que ces sujets-là doivent avoir une autre ambition. Je crois que nous, en ville, on a vraiment envie de faire quelque chose, mais c'est vrai que les systèmes sont complexes. Pour la filière médicaments, quand on finance des médicaments comme la CNAM, je pense qu'il faut plus imposer en fait aux grands groupes pharmaceutiques de respecter et de limiter leur empreinte carbone. Bon voilà l'appel, travaillons ensemble, le payeur, le prescripteur, pour aller aussi capter les producteurs et les forcer à organiser une filière recyclage, c'est bien ça. Et la question de la sobriété de la prescription qui est inscrite dans la convention. Effectivement, moi j'irais peut-être même un tout petit peu plus loin. Est-ce que c'est pas le plus facile finalement que d'aller forcer les médecins à faire de la sobriété de prescription et le plus visible dans une action publique de transition écologique et environnementale, c'est ça votre... Tout à fait. Voilà. Alors il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire tous les deux. On part de l'objectif de décarboner les médicaments. Décarboner, ça veut dire, d'une part, rendre les produits moins émetteurs de gaz à effet de serre, donc revoir les filières de production, travailler avec les industriels, avoir des chiffres concrets sur l'émission des différents produits. Donc là-dessus, dans le cadre de la feuille de route planification écologique du système de santé, c'est des travaux qui sont pilotés par Bercy avec les industriels donc du médicament. Il y a une méthodologie d'évaluation carbone produit par produit qui est en train d'être construite, qui va être diffusée très prochainement. L'objectif, c'est que les industriels s'en emparent et que ensuite les modes de production soient revus. Ça, c'est revu. Donc ça, c'est un sujet ministère de l'économie, en fait. C'est un sujet, feuille de route globale, planification écologique du système de santé. Donc c'est piloté par Bercy, mais il y a le ministère de la Santé autour de la table, la CNAM, la NAP, enfin voilà, plein d'acteurs. Et évidemment, les industriels sont associés à ces travaux et ces réflexions. Ça, c'est pour la partie production et mise sur le marché des produits. C'est quelque chose qui prend du temps, c'est quelque chose qui va s'inscrire dans une durée relativement
longue, on espère la plus courte possible, mais quand même. Et ça veut dire qu'il faut aussi qu'on regarde, pour décarboner le post-médicament, qu'on regarde l'utilisation de ces produits aujourd'hui. Où sont les gaspillages, le mauvais usage, où est-ce qu'on peut faire mieux en termes de prescription et, vous avez raison, en termes de dispensation des médicaments. Donc ça implique là d'embarquer le secteur hospitalier et d'embarquer aussi l'ensemble du secteur de ville et les médecins libéraux en particulier. Vous avez parlé de la convention médicale, effectivement. On peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Moi, je vais essayer de le voir à moitié plein en me disant que on parle de transition écologique dans la convention médicale qui a été signée. On parle de sobriété, on parle de déprescription aussi. Il y a une consultation de déprescription. Donc, c'est quand même quelque chose à souligner, il me semble, en termes d'intérêt et d'engagement sur ces questions. On peut dire qu'on ne va pas assez loin. On a aussi prévu de travailler dans le cadre d'un groupe de travail avec les représentants donc des médecins libéraux, de poursuivre les réflexions et donc de travailler, de voir comment l'assurance maladie peut accompagner aussi ce mouvement vers l'éco-responsabilité, vers l'éco-prescription, vers peut-être une meilleure aussi coordination entre les prescripteurs et les pharmaciens sur ces questions-là pour éviter effectivement le gaspillage qui est particulièrement souligné, identifié par les infirmiers libéraux qui nous en parlent très régulièrement dans les discussions conventionnelles. Vous avez parlé de l'étude faite par le syndicat Convergence Infirmière Balance ton Gaspi, qui effectivement, quand on voit les photos de produits de santé dans les armoires à pharmacie, c'est colossal et on peut pas accepter ce gaspillage à la fois des ressources, puisque c'est des produits qui sont remboursés par l'assurance maladie, et l'impact écologique de ces produits. Vous soulignez l'ouverture prochaine de discussions avec les médecins libéraux sur le modèle de ce que vous avez eu avec les pharmaciens, c'est ça ? Vous avez signé avec les pharmaciens un accord pour plus d'éco-responsabilité. Ce serait sur ce même modèle-là ? En fait, c'est ouvert. On veut pouvoir créer des dispositifs dans la convention médicale qui incite, valorise à l'action sur le champ de l'éco-prescription, sur le champ de la mise en place de cabinets éco-responsables, etc. C'est pas une lubie de l'assurance maladie. Il y a déjà des médecins qui sont engagés sur ces sujets-là. Donc ce serait une rétribution financière, une incitation financière, par exemple ? Je vais pas, moi je peux pas m'engager sur cette question-là. Voilà, on a acté le fait qu'il y ait un groupe de travail pour proposer, construire avec les représentants des médecins libéraux des solutions et des dispositifs qui permettent justement de limiter cette empreinte carbone, d'aller aussi vers l'intégration de l'environnement et des facteurs environnementaux dans les soins et dans la prévention vers les patients. Donc c'est tous ces sujets-là qu'on souhaite pouvoir aborder et vous disiez que les médecins libéraux n'étaient pas suffisamment impliqués dans les réflexions au niveau national, etc. C'est aussi l'objet de ces discussions conventionnelles dans le cadre du partenariat assurance maladie CNAM qui doivent aussi permettre d'impliquer les médecins libéraux. Il y a une autre question, et on l'avait évoqué en préparant ce podcast, Dr Simon Lanneville, c'était la question du tout jetable, qu'on a un peu mis en avant. Oui, ça c'est un exemple, c'est bien de le souligner, c'est un exemple qu'on a vraiment concret, c'est le problème de la stérilisation ou alors de l'utilisation du jetable. On a eu tous les sons de cloche de la part du ministère de la Santé. Au départ, avant la crise Covid, c'était il faut absolument faire du relais stérilisable. Et ensuite, la crise du Covid est arrivée. Et là, ça a été du complètement tout jetable. Il fallait surtout pas restériliser quoi que ce soit. Ensuite, ça a rechangé de bord. On n'arrête pas d'avoir des consignes différentes et autres. Qu'est-ce qu'on fait exactement pour pouvoir prôner et augmenter un petit peu la restérilisation? Pas grand-chose actuellement. C'est vraiment, on est plutôt sur le tout jetable. Il y a beaucoup de sociétés qui se développent là-dedans et que ce soit les instruments chirurgicaux avec des aberrations, des hôpitaux qui ont complètement centralisé la stérilisation de leurs instruments chirurgicaux, ce qui fait que, en règle générale, ils sont stérilisés de façon catastrophique. Il y a une destruction énorme du matériel. Mais bon, bref, c'est voilà. Donc nous en ville, on
on est confronté à ça, on a voilà, mais mettre en place un système de stérilisation avec le personnel, avec les machines ad hoc dans un cabinet de ville, eh bien ça représente un coût certain et je pense que c'est difficile de le faire supporter uniquement aux médecins libéraux. C'est assez compliqué, je pense qu'on a vraiment besoin d'une aide pour ça, mais on est prêt à le faire et nous on est prêt à discuter de tous ces sujets qui sont vraiment des sujets pratico-pratiques du quotidien. La stérilisation en est, les dasseries et tout ce qui est déchets, le tri. Je sais pas si vous avez essayé de faire un tri sur une chirurgie et de faire le bilan carbone d'une chirurgie de cataracte viscérale ou autre, mais c'est extrêmement compliqué et c'est extrêmement chronophage pour nous. Donc nous, on est tout à fait preneurs de tout ça. On est pour améliorer ce parcours et ces systèmes, mais bien évidemment, il va falloir nous accompagner, nous aider. Nous, on est tout à fait partants pour le faire. On veut vraiment faire cet effort en ville et donc tout à fait partants pour être associés à toutes ces démarches. Mais je souligne que quand même, la France est championne en complexité. Le circuit du médicament, le fait de ne pas pouvoir du tout recycler des boîtes neuves, c'est quand même incroyable, mais c'est l'OMS qui nous guide et on continue à avoir des directives européennes qui nous empêchent de recycler ces médicaments. C'est pareil pour un certain nombre de choses. La stérilisation, c'est pareil, c'est d'une complexité incroyable. Il faut avoir des machines maintenant intersidérales pour pouvoir stériliser une pince. Donc, il y a un moment où, en fait, trop de réglementation tue la réglementation. Donc, je dis que c'est compliqué. D'ailleurs, ça n'intéresse pas grand monde parce que c'est tellement compliqué en France que finalement, réduire l'émission de carbone, ça vient après tout le reste. Et c'est bien dommage parce que toute la jeune génération s'y intéresse. Et nous, écoutez, à l'occasion de ce podcast et de cette rencontre avec la Caisse préventive d'assurance maladie, qui encore une fois est financeur et donc a un réel levier de pression sur tous ces éléments, on est tout à fait preneur de participer et de jouer notre rôle. Je vous laisse répondre. C'est une excellente nouvelle que cette volonté d'engagement. Il y a deux sujets dans ce que vous venez de dire. Il y a le sujet de la notion de soin éco-responsable, de se dire demain je veux continuer de soigner, mais en ayant un impact moindre sur l'environnement. Donc il y a les sujets de réduire la consommation de plastique, de consommables, etc. À l'hôpital comme en ville. Là-dessus, ça fait partie des axes de la feuille de route nationale, planification écologique du système de santé. On travaille donc avec le ministère de la Santé, avec l'ANAP notamment sur ce groupe-là. Et l'idée, c'est de faire remonter les bonnes pratiques qui existent déjà à l'hôpital comme en ville sur, j'ai limité l'usage de tels produits et ça va, mes patients s'en portent très bien. J'ai revu ma pratique de chirurgie pour limiter la consommation de tel ou tel dispositif médical. Donc, bref, c'est des pratiques qui sont déjà à l'œuvre dans plein d'établissements, dans plein de cabinets de ville. Et l'idée, c'est de pouvoir les partager parce qu'effectivement, on n'a pas le temps d'étudier, de faire l'impact carbone de toutes ces pratiques au quotidien. Donc, si ça marche à certains endroits, autant qu'on puisse le partager et le diffuser très, très largement. Donc, ce qui est en cours avec l'ANAP et avec l'assurance maladie, on est en train d'essayer de construire des outils, des mémos d'information qui puissent bénéficier à l'ensemble des professionnels de ville sur des bonnes pratiques de soins éco-responsables. Et voilà. Et donc, c'est quelque chose qu'on souhaite construire et diffuser aux professionnels libéraux. Sur les médicaments non utilisés, qui aujourd'hui, vous l'avez dit, ne sont pas réutilisables et sont détruits. Ils sont ramenés, quand ils sont ramenés à l'officine, ensuite, il faut continuer de les ramener à l'officine. Je dis pas il faut les garder chez soi, mais il faut continuer de les ramener. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent pas être remis dans le circuit et réutilisés par d'autres patients. Voilà, ça pose question si les boîtes sont en bon état, si on a une date de péremption qui est toujours valide. Donc c'est un sujet qu'on souhaite regarder aussi du côté de l'assurance maladie avec les représentants des pharmaciens pour étudier, analyser quels sont les produits aujourd'hui qui sont ramenés, qui seraient potentiellement réutilisables et est-ce que on peut créer les conditions de sécurité, traçabilité, etc. qui permettent de les remettre dans le circuit. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment important qu'on puisse regarder ça. Ça se fait à l'étranger. Il y a des expérimentations à l'étranger sur cette thématique-là. Pourquoi pas tester en France et arrêter de détruire des produits qui potentiellement sont encore utilisables.
Ce que je lis dans vos 2 commentaires à chaque fois, c'est que vous avez la volonté d'aller dans le même sens au même endroit, mais que finalement, il y a des leviers difficiles à actionner, notamment le réglementaire. Mais il y a aussi énormément de temps. J'ai l'impression que vous nous donnez pas de notion de temps dans le fait, vous nous dites, on réfléchit, on fait remonter, on va faire des mémos. Mais voilà, c'est dans combien de temps, très concrètement, ce modèle d'information existera? Dans combien de temps, très concrètement, il y aura une feuille de route très claire, peut-être pour les médecins libéraux, pour savoir comment le mieux et le moins dépenser. Enfin voilà, la notion de temps, est-ce que vous l'avez en tête? Alors, parce que vous parlez de planification quand même. Oui, tout à fait. On parle de planification. On a aussi besoin d'un peu de temps pour affiner le diagnostic, savoir quels sont vraiment les leviers qu'on peut actionner. Bon, l'exemple des mémos, on peut se dire que ça va être assez rapide. On aura en tout cas quelques propositions à faire dès le début de l'année 2025. Sur le gaspillage des médicaments, on a alors sur le gaspillage des produits santé plus précisément, on a proposé dans notre rapport chargé produit, qui est un rapport annuel que sort l'assurance maladie chaque été. Cette année, on a inscrit dans ce rapport une proposition de limiter la première délivrance de pansements à 7 jours. C'est-à-dire, ça c'est un constat qui nous a été remonté très régulièrement là aussi par les infirmiers libéraux, de nous dire mais on va chez des patients qui ont des boîtes de pansements plein les armoires parce que le produit prescrit initialement n'était pas forcément adapté aux besoins, on a dû refaire une prescription, etc. Si on limite la première délivrance de pansements à 7 jours, on évite en tout cas de délivrer des boîtes en trop, et ensuite l'infirmier libéral qui va prendre en charge le patient a la possibilité d'adapter et de represcrire un produit. Donc c'est une mesure qui va être mise en œuvre très rapidement, qui est un premier pas. On parle des pansements, il faut évidemment regarder plein d'autres sujets, et notamment sur le médicament, mais ça peut faire l'objet de propositions nouvelles avec les médecins libéraux. On me citait en préparant ce podcast un truc incroyable aussi, que les béquilles, quand on se casse une cheville ou autre, sont jetables, on ne peut pas les rendre. On ne recycle pas les béquilles. Alors, aujourd'hui, les béquilles peuvent, il y a des sociétés, il y a des entreprises qui récupèrent ces produits, mais effectivement, quand l'assurance maladie a remboursé certains dispositifs médicaux, ensuite ils ne sont pas réinjectés dans le circuit de prise en charge. Et il y a des projets de texte sur la remise en bon état d'usage des dispositifs médicaux. Il n'y a pas d'économie circulaire, effectivement, autour de ces produits qui ont été déjà pris en charge par l'assurance maladie. C'est ça, en fait. En tout cas, du côté de l'assurance maladie, pour l'instant, effectivement, on n'a pas de tarification en place pour orienter, on va dire, les patients et les prescripteurs vers des produits de seconde main sur ces dispositifs médicaux. Mais en tout cas, ça fait partie aussi, vous allez me trouver très lourde sur la feuille de route planification écologique, mais ça fait effectivement partie des objectifs. C'est un vrai chantier, un peu plus long que prévu, très honnêtement. Mais en tout cas, dès lors que là aussi la réglementation sera en place sur ces questions-là, l'assurance maladie souhaite pouvoir accompagner aussi les patients, orienter les patients vers ces produits de seconde main, et il faudra effectivement qu'on ait et la communication et la tarification qui va bien. Une question. Oui, bonjour, Dr Briol, je suis présidente URPS Médecins Île-de-France. Ce sont des sujets qui vraiment nous passionnent. Je sais que beaucoup de médecins libéraux en exercice vont nous écouter. 2 points. J'ai eu l'occasion de vivre une situation de hospitalisation à domicile, et c'est effarant. En effet, les quantités que vous voyez de boîtes et de cartons qui, au bout du compte, ne vont pas forcément tout être utilisés, et de voir que même des cartons complètement scotchés, etc., ne peuvent pas être retournés aux fournisseurs. Ça, peut-être qu'il y a un travail là-dessus, sur peut-être le conditionnement qui pourrait faire qu'il puisse y avoir une réutilisation. Donc il y a une question peut-être à se poser là-dessus. Et puis, je vous entends dire, oui, alors peut-être limiter les durées de prescription à 7 jours, mais alors là, je pense qu'on hallucine. Quand on a un ulcère de jambe, par exemple, on sait très bien que ça va durer plusieurs mois. Donc, si il faut que la personne trouve un médecin tous les 7 jours, c'est pas possible, ça va pas être possible. Donc en fait, je pense qu'il faudra adapter au cas, à la situation, ce genre de réglementation-là. Et nous, on a une piste
Je ne sais pas si vous y avez pensé, mais je pense qu'il va vous faire gagner de l'argent à la sécurité sociale, donc aux contribuables, c'est de faire évoluer cette règle qui veut que lorsque vous allez chez votre médecin, si ce médecin fait plusieurs actes, en fait, par exemple, moi je suis rhumatologue, je peux faire 2 ponctions, une infiltration, etc. La sécurité sociale paye seulement la valeur de un acte et un demi supplémentaire. Ok, donc j'ai des confrères, et ça paraît un petit peu logique aussi, au niveau temps et puis efficacité, qui du coup ne se contentent de faire qu'un seul acte et demandent au patient de revenir. Ou qu'il envoie faire un examen et qu'il va revenir et qu'il voilà. Alors il va revenir, il va reprendre un arrêt de travail, il va reprendre un train, une voiture, il va coûter cher à la société, à lui-même, et bilan développement durable 0. Donc est-ce que un jour on va pouvoir réfléchir là-dessus sur le cumul d'actes? C'est pas pour s'amuser, c'est aussi pour solutionner les problèmes en globalité, aller plus vite pour le patient, libérer du temps médecin pour voir d'autres patients et rendre service plus efficacement aux patients. Voilà, je pense que ça a un lien développement durable et cumul d'actes. Je sais pas ce qu'en pense le docteur Simon Lanneville. Tout à fait. Non, je pense que il y a plein de choses. De toute façon, c'est un vaste sujet et je crois qu'on pourrait en parler des heures. Nous, on pense à l'URPS Médecins Île-de-France, mais comme tous les médecins de ville, qu'il y a urgence à agir. Je pense que on manque de formation et on manque de relais pour pouvoir traiter tous ces sujets, parce que vous avez vu que ça touche tous les domaines, le transport, le médicament et les dispositifs médicaux. On a eu tous les sons de cloche, de temps en temps restérilisables, non restérilisables, voilà. Donc il y a beaucoup de courants de pensée, de choses comme ça. Je crois qu'il faut former les professionnels de santé, ça c'est urgent. C'est urgent que ces sujets-là, on s'en empare. De toute façon, si c'est pas nous, c'est la jeune génération qui va le faire et ils le font de façon active. Moi, je vois tous les jeunes chirurgiens qui pensent déjà à l'émission de CO2 quand ils opèrent, et c'est maintenant devenu un réflexe dans beaucoup de blocs opératoires et dans beaucoup de cabinets médicaux. Donc on le fait, on agit, et c'est vrai que je pense qu'il faut qu'on se tourne vers des acteurs solides comme la Caisse Prévoyance d'Assurance Maladie pour leur faire remonter toutes nos expériences sur le terrain. Mais voilà, vous parliez de délai, eh bien il y a urgence à faire les choses et on prendra notre part de responsabilité. Claire Traon, dernier mot pour vous. Oui, alors juste peut-être une petite précision par rapport au sujet des pansements que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc on est bien sur la délivrance limitée à 7 jours. La prescription, on n'y touche pas. C'est bien la première délivrance qu'on souhaite limiter à 7 jours, de façon à ce que on puisse évaluer, et qu'en tout cas lorsque le patient est pris en charge par un infirmier, qu'il puisse évaluer si le produit prescrit est bien le plus adapté. Sur la question des règles de la nomenclature et de leur impact écologique éventuel, je vais pas pouvoir me prononcer là-dessus, mais c'est potentiellement des sujets qui peuvent être discutés entre la Caisse nationale d'assurance maladie et les représentants des médecins. En termes de petits mots de la fin, j'ai conscience et je pense que c'est important de se dire qu'effectivement les médecins sont en attente d'action, d'axes de travail sur ces questions-là. Donc clairement, on est vraiment déterminés du côté de l'assurance maladie à avancer ensemble et à proposer des outils qui permettent justement aux médecins libéraux de s'emparer de ces sujets. Il y a un sujet peut-être qu'on n'a pas abordé aujourd'hui, qui dans mes missions, on a parlé de décarbonation, on a parlé de transition écologique des pratiques. Dans les sujets qu'on aborde aussi du côté de l'assurance maladie, les sujets de la santé environnementale, puisque finalement les enjeux écologiques sont des enjeux de santé à double titre. Le système de santé a un impact sur l'environnement et la dégradation de l'environnement, les différentes crises environnementales qu'on connaît, qu'on va connaître à l'avenir, ont aussi un impact sur la santé et sur les dépenses de santé que l'assurance maladie prend en charge. Donc il y a ce double mouvement du côté du secteur de la santé, ce qui en fait peut-être un des acteurs les plus intéressants. Finalement, c'est peut-être la santé le meilleur levier et la meilleure raison d'agir au niveau de la société pour faire cette transition écologique. Et du coup, je pense que les médecins ont aussi ce rôle-là d'aborder des questions de santé environnementale avec
leurs patients quand on parle des différentes expositions à des pollutions et aux différentes crises environnementales qu'on peut connaître. Non, mais complètement. Mais je pense que le médecin a une casquette et il a tellement de missions que ça devient colossal. Mais oui, tout à fait. Pour parler de ça, on a également la prévention, on a également tout ce qu'on doit faire dans une consultation. En fin de consultation, elle a une durée limitée et c'est assez compliqué. Donc d'où la question de Valérie Briol sur le financement de ce temps passé et de tout le rôle qu'on doit assumer. Parce que quand on nous parle d'améliorer nos pratiques ou autres, c'est ce qu'on fait au quotidien. De la prévention, on en fait à chaque consultation. Santé environnementale et autres, on essaie également bien sûr de développer ces sujets, mais enfin en tout cas moi ce que je retiens de ce podcast c'est vraiment cette capacité en fait à travailler ensemble les médecins et la Caisse primaire d'assurance maladie juste sur ces sujets-là qui sont quand même des sujets fondamentaux et je crois qu'on avancera du bon pas en faisant remonter un petit peu du terrain toutes les initiatives qui sont nombreuses sur ces sujets-là. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux pour ce podcast. Donc Claire Traon et Patrick Simon-Lanneville et à très bientôt pour un prochain épisode.